Hello. Merci infiniment d'être venus. Merci d'être venus encore aujourd'hui, aussi nombreuses, célébrer le cheveu naturel. Donc, comment me connaître? Je suis Élise Niem et je suis à la tête du concept So Natural So Me qui prône la revalorisation du cheveu naturel. Tout le monde connaît la place que le cheveu naturel a dans notre société aujourd'hui. Donc, nous, notre objectif, c'est de le remettre à l'ordre du jour. Donc, à travers des rencontres comme ça, où on se retrouve, où on partage, on échange les astuces et les bons plans. Donc, notre rencontre d'aujourd'hui a une particularité, c'est qu'on est affilié à l'International Natural Hair Meetup Day, qui est un concept qui a été créé par Adia Rogers, qui est une afro-américaine, qui elle aussi travaille pour la promotion du cheveu naturel dans le monde. Donc il y a 50 villes qui ont été choisies et le Cameroun a été vraiment le premier pays d'Afrique à avoir été choisi pour abriter la International Natural Hair Meetup Day. Donc applaudissements pour Donc voilà, après il y a eu le Kenya aussi, parce que c'est après avoir appris le Cameroun qu'elle a également accepté le Kenya, pour voir comment ça va se passer également avec l'Afrique, parce que c'est évidemment la première fois que ce concept se déporte en Afrique. Donc nous allons avoir avec nous aujourd'hui des échantillons qui ont été envoyés des États-Unis, de International Natural Hair Meetup Day, que nous allons partager. Au départ, c'était une rencontre prévue pour 25 personnes. Et moi, j'ai dit à Adias que c'est impossible au Cameroun de faire une rencontre de 25 personnes. Que quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Donc nous, on va prendre ce qu'on aura et on va partager. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité, grâce à Orange Cameroun, d'être connecté avec les autres filles qui sont dans le monde et qui célèbrent avec nous aujourd'hui la rencontre. Parce que la même rencontre se tient également dans d'autres villes dans le monde. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Joyce pour avoir les accès Internet au débit gratuit, pour pouvoir partager des photos, des vidéos, pour voir ce qui se passe également de notre côté ici. Donc voilà, So Natural So Me, on fait notre petit bonhomme de chemin. Je ne savais pas qu'un jour j'allais me retrouver là où le cheveu crépus m'amène aujourd'hui. J'ai été récemment invitée au Nigeria par les naturels du Nigeria pour venir célébrer avec elle le cheveu crépus comme nous le faisons aujourd'hui. C'était une expérience très enrichissante. Et je dois vous dire que j'ai eu un peu honte d'être camerounaise. Parce que je suis arrivée là-bas et j'ai trouvé qu'elles avaient plein de sponsors. Des compagnies aériennes, des compagnies, des grosses entreprises qui les soutiennent. Et ces entreprises leur permettent d'inviter des gens de par le monde. Moi, j'ai été invitée où tout a été payé. Et moi, j'ai ne devais pas pouvoir faire l'appareil avec mes soeurs du Nigeria ou des autres pays. Parce qu'ici, dès que tu te rapproches des sponsors, c'est oh, le cheveu naturel n'intéresse personne. C'est pas intéressant. Mais avec nous tous, je pense que les choses vont changer. Les choses commencent même déjà à changer. Donc voilà, on continue avec nos activités que vous connaissez déjà. Outils capillaires, coiffure, vente de produits. Et nous vous annonçons que très bientôt, l'espace So Natural So Me sera ouvert. Un espace que j'ai appelé My Place, pour que chaque nabi qui se retrouve dans cet espace dise My Place. Et quand elle dit My Place, qu'elle pense vraiment qu'elle est chez elle, parce que ce sera véritablement la maison du cheveu naturel. Donc, sans plus tarder, je vous remercie encore. Je vous souhaite de passer un excellent moment, parce que moi, je passe un excellent moment. N'hésitez pas à partager, s'il vous plaît, partagez les photos, que le monde voit ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, parce qu'on est véritablement en réseau. C'est aussi ça l'objectif de Adia, c'est de mettre les naturels de par le monde en réseau au cours d'une journée. Et ce 30 mai doit rester une journée mémorable. En tout cas, ce sera une journée mémorable pour moi. Je l'espère pour vous aussi. Merci, passez une bonne journée. Alors, notre premier speaker de la journée, c'est un chercheur en histoire et culture africaine, un monsieur qui a déjà été ici il y a 2 ans, qui a déjà été avec nous,
il y a 2 ans, la première édition de cette rencontre pour nous parler du cheveu crépus et de la relation que les femmes ont avec leur tignasse. Donc je vous demande d'applaudir pour Banaken, pour Banaken qui va venir faire cette présentation. Merci. Je voudrais déjà remercier Madame Nyem Dongo pour son initiative et vous dire aussi que je suis très content d'être parmi vous. Je me sens un peu intimidé par autant de belles pères Dieu réunis au même moment, donc je vais essayer de dépasser ça pour avancer. Déjà, le premier point dont je vais parler, je vais fixer les bases déjà. Il faut qu'on comprenne, lorsqu'on parle de tout ce qui concerne l'Afrique, de tout ce qui concerne la femme africaine, il y a des préalables qu'il faut fixer dès le départ. Il faut déjà, dès la base, savoir que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, l'Afrique c'est le berceau de la civilisation, donc la femme africaine c'est la première femme de l'histoire de l'humanité, c'est la femme originelle et c'est la femme originale. Donc il faut déjà poser ces bases-là. Ça veut dire, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que la femme africaine, c'est celle qui a la plus longue expérience. Donc la première femme à s'être coiffée sur la terre, c'était la femme africaine. Ça veut dire que la femme africaine, la femme noire, est celle qui a la plus longue expérience dans tout ce qui est esthétique. Dans tout ce qui est, que ce soit esthétique, que ce soit la peau, que ce soit dans le domaine capillaire. La femme africaine est celle qui a accumulé la plus longue expérience et qui a accumulé le plus grand nombre de connaissances dans le domaine. Ça, c'est ce qu'il faut déjà fixer dès le départ. Maintenant, il y a un phénomène. Il y a un phénomène qu'il faut observer. Déjà, les premiers peignes dans le domaine de l'histoire, les premiers objets d'entretien du corps, les premières recettes d'entretien de la peau, d'entretien du cheveu, les premiers peignes ont été fabriqués par des femmes africaines. Donc c'est pour vous dire que vous êtes et vous avez toujours été à la tête de ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Il y a un certain nombre de phénomènes, il y a un certain nombre d'événements historiques qui nous ont amenés à nous retrouver dans une certaine situation, qui ont bousculé le rapport que nous avons avec nous-mêmes, la perception que nous avons de nous-mêmes. Le fait que nous n'arrivons plus, pour certains ou pour beaucoup d'entre nous, à nous sentir suffisamment beaux tels que nous sommes, à avoir une certaine confiance en nous. Et je voudrais ici, parce que initialement c'est le docteur Lisa Aubrey qui devait discuter de cette question, j'ai la lourde charge de la remplacer, ce qui n'est pas facile. Il y a un événement très important qui a eu un impact énorme, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, peut-être inconsciemment, dans la relation que nous avons avec nous-mêmes, c'est l'esclavage. Donc, il faut savoir que l'esclavage commence au XVe siècle, l'esclavage européen commence au XVe siècle. Et au XVe siècle, nous avons déjà une longue tradition dans le domaine esthétique. Nous avons des sociétés très avancées sur le plan civilisationnel, sur le plan technologique. Donc, on a des coiffeuses professionnelles, on a tout ce qu'il faut pour être beau. Bon, on est les plus beaux de la Terre, ça il faut le dire aussi déjà. Donc, il y a ce phénomène-là qui arrive, et c'est une sorte de guerre qui dure 4 siècles, où on fait des guerres à notre peuple, on capture des gens, on capture les meilleurs de chez nous, donc on capture les meilleurs ingénieurs, les meilleurs médecins, les meilleurs coiffeurs et coiffeuses aussi, bien évidemment. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on déstructure la société à tel point que la courroie de transmission des valeurs a été rompue. Et on prend ces gens, on les déporte. Et pour ceux qui ont un peu étudié l'histoire, savent dans quelles conditions ces déportations se faisaient. Donc, des gens étaient parqués comme du bétail. Bon, le bétail est même mieux parqué, dans des navires, et voyageaient pendant des mois avec tout ce que ça comporte. Et donc, les femmes africaines qui quittaient de chez elles royalement coiffées, comme on le voit sur l'image, arrivaient de l'autre côté complètement défigurées. Donc, elles avaient des cheveux qui étaient partis en vrille, comme on dit. Elles étaient complètement défigurées. C'est la première image
qu'elle voyait dès l'arrivée à destination. C'est la première image, cette image d'horreur. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le bouchon a été poussé plus loin. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui s'appelle Willy Lynch, c'est un propriétaire d'esclaves. Et il décide de mettre en place une méthode pour mieux gérer les esclaves. Et l'un des critères de sélection, l'une des méthodes qu'il applique, c'est de sélectionner, de diviser les esclaves selon l'apparence physique. Donc il décide de séparer ceux qui sont un peu plus clairs de peau par rapport à ceux qui sont un peu plus noirs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il fait un certain nombre de choses qui fait que ceux qui sont plus noirs et qui ont les cheveux plus crépus commencent à envier ceux qui ont été sélectionnés, ont eu une meilleure situation parce qu'ils ont des critères de beauté un peu plus proches de ceux du maître. Donc les esclaves qui sont noirs avec leurs cheveux crépus commencent à rêver, commencent à considérer que le fait d'avoir les cheveux lisses et une peau un peu plus claire nous permettra forcément d'accéder à de meilleures conditions de servitude. Et il faut savoir que ça a duré 4 siècles. Et quand un phénomène dure aussi longtemps, on finit par l'intérioriser. Et on finit par développer des réflexes inconscients. C'est ça en fait qui s'est passé. Et il y a une petite histoire que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et qui m'a beaucoup plu. C'est le fait quand même que malgré tout, malgré les difficiles conditions de l'autre côté, il y a des femmes qui à un moment donné, on est au milieu du 19e siècle, on est presque à l'abolition de l'esclavage. Ça se passe dans l'état de Virginie aux États-Unis. Donc les femmes africaines qui sont libres commencent à reprendre conscience d'elles. Donc elles commencent à essayer de se faire belle, à s'arranger les cheveux et tout. Et les femmes des maîtres, c'est-à-dire que les blanches, se rendent compte que ça fascine leur mari. C'est-à-dire que quand ces femmes-là passent avec leur coiffure et tout, ça perturbe leur mari. Et donc elles font pression, parce qu'on sait tous que quand vous voulez quelque chose, bon, voilà. Elles se rendent compte que ça, donc elles font pression à leur mari pour qu'on signe une loi, pour qu'on vote une loi qui interdit aux femmes noires de porter leurs cheveux. On signe une loi qui leur interdit, on leur dit désormais vous couvrez vos cheveux. Et c'est quand même extraordinaire, c'est aussi la preuve qu'on a une énorme expérience dans le domaine, c'est que les femmes disent ok, on va couvrir nos cheveux. Mais même en couvrant leurs cheveux, elles attachent leur foulard tellement, c'est-à-dire que c'est tellement beau. Elles attachent leur foulard d'une façon tellement jolie que ça commence encore à poser problème. C'est-à-dire qu'elles attachent ça, c'est très beau, ça pose encore problème. Donc c'est pour montrer qu'on a aussi dû développer un certain nombre de choses pour pouvoir survivre. Maintenant, il y a d'abord l'apparition des peignes chauffantes, parce qu'il fallait lisser les cheveux. Il fallait en fait toucher à son apparence, transformer son apparence pour la rapprocher le plus possible de celui qui nous dominait, de celui qui nous opprimait. Donc il fallait lisser nos cheveux, donc c'est les peignes chauffantes qui apparaissent. Les peignes chauffantes ont été inventées en France, mais ont été très vite transportées aux États-Unis. C'est ça qu'elles utilisaient. Donc on chauffait, c'était très douloureux, c'était une souffrance atroce. Simplement parce que le fait de vouloir ressembler au maître, quitte à se détruire, c'est devenu un enjeu de survie. Donc, tout ce qui fait nous-mêmes, tout ce qui nous est authentique, tout ce qui fait notre nature profonde a été tellement combattu que le rejet de ça, c'est-à-dire que le rejet de nos cheveux, le rejet de notre peau ébène, le rejet de notre nature est devenu un enjeu de survie. C'est-à-dire que plus on rejetait ça, plus on estimait qu'on a des chances de survivre, en fait. C'est comme ça que ces réflexes-là se sont développés. Et donc, il y a une dame, c'est vrai que malheureusement, je n'ai pas pris la peine de mentionner son nom. C'est elle qui crée les défrisants chimiques. C'est une noire. Ça va peut-être surprendre beaucoup, c'est une femme noire. Mais il faut comprendre dans quel contexte elle le fait. Elle crée les défrisants, elle est de bonne foi parce qu'elle veut aider ses sœurs qui ont développé un complexe pathologique, une haine de soi pathologique. Elle veut les aider à avoir des cheveux plus acceptables par la société des dominants. C'est pour ça qu'elle crée le défrisant. Et c'est la première femme noire devenue millionnaire en dollars aux États-Unis. Malheureusement, je n'ai pas noté son nom. Donc, c'est... Ok, en tout cas, on aura le temps de vérifier.
Donc, ce sont dans ces phénomènes-là qui, lorsque vous avez pratiqué quelque chose, parce que la science aujourd'hui nous dit que ce qu'on appelle la culture, les traditions, les valeurs, se transmettent peut-être par l'éducation, oui, mais ça se transmet aussi par les gènes. C'est pour ça que souvent, votre enfant ne vous a pas vu sucer le doigt, mais il naît à 3 jours, il suce le doigt. Parce que lorsque vous avez pratiqué quelque chose, lorsque vous avez pris des habitudes qui ont été acceptées par votre inconscient, par votre conscient, ça influence vos gènes et vous les transmettez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, la psychologie vous dit qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont un certain comportement, une certaine froideur, un certain comportement, parce que leur grand-mère avait été violée. Mais ça se traduit sur elles. Ça veut dire que tous ces réflexes, toutes ces habitudes que ces femmes ont prises aux États-Unis pour survivre, il faut le préciser, pour survivre, l'enjeu c'était la survie, ont fini par devenir des réflexes. Elles ont fini par intérioriser ça et c'est devenu quelque chose qui fait partie d'elles-mêmes. Elles ont fini par être convaincues que ça fait partie de leur identité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque vous remettez ça en question, vous avez un déferlement de violence de leur part incroyable. Pour la petite histoire, il y a une artiste, j'ai oublié son nom américain, je crois que c'est Lil Kim ou quelque chose comme ça, qui a posté sa photo sur son compte Twitter ou Facebook avec un joli afro. Elle a eu des centaines d'insultes d'une violence incroyable de la part d'autres femmes noires comme elle, qui lui disaient ah, tes cheveux, tu veux nous ramener à l'esclavage alors que nous on veut évoluer, on veut avancer, ça c'est dépassé, ainsi de suite. C'est pour vous dire à quel point on a été touché par ces choses-là. Donc aujourd'hui, on a fini par, et donc les médias aussi ont renforcé cet aspect-là, simplement parce que lorsque vous regardez dans les films, la plupart des actrices noires, voilà, elles n'ont pas des cheveux naturels. Que ce soit les artistes, que ce soit les présentatrices télé, même chez nous, lorsque vous allez au casting, pour celles qui vont dans les castings, essayez d'aller avec un afro, un truc, ou les bandes tout et tout ça, vous verrez que souvent ça n'en passe pas en fait. Donc les médias ont eu cet impact-là. Et donc il y a eu quand même un mouvement de réveil avec des illustres dames comme Angela Davis, qui a lancé le mouvement Black. À l'époque, on parlait de Black is Beautiful. Et elle portait son gros afro qu'elle porte d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et qui prenait justement ce retour-là. Qui prenait ce retour à nous-mêmes dans tous les domaines. Ce retour, recommencer à se connaître, s'accepter, être fier de ce qu'on est et montrer qu'on s'aime et qu'on est fier de ce qu'on est. Et pour remonter un peu, c'est autour du XVIIIe siècle aux États-Unis que l'appellation laine, donc on traitait les cheveux des Noirs, c'est de la laine. Donc vous imaginez des gens qui sont dans les plantations, qui travaillent de 6h à 20h le soir, elles n'ont pas le temps de s'occuper d'elles. Ça a duré 4 siècles. Donc même les connaissances, toute la longue expérience esthétique avec lesquelles elles avaient quitté l'Afrique, elles ont perdu ça. Parce qu'elles n'ont pas eu le temps. Même en Afrique, ça a eu de l'impact, parce qu'on a fait des guerres à tous nos empires, à tous nos royaumes, pour pouvoir prélever des esclaves. Donc beaucoup de peuples ont commencé à fuir. Et quand vous migrez, vous êtes en train de fuir, vous voulez survivre, vous n'avez pas le temps, je dois être belle, je dois être ceci. Donc toutes ces connaissances-là se perdent. Toutes ces connaissances-là se perdent. Donc, on commence à développer ça, et c'est comme ça, c'est de là que c'est l'évolution, c'est de cette évolution-là que vient justement le mouvement Napi, à partir du mouvement Black is Beautiful, où on disait avec des personnages comme Malcolm X, qui est un de mes modèles, c'est vraiment un de mes tout premiers modèles, qui disait, qui vous a appris à vous haïr, qui vous a appris à détester la texture de vos cheveux, qui vous a appris à détester la couleur de votre peau. Il essayait en fait de réveiller les gens. C'est dans ce mouvement-là qui, par évolution, donne le mouvement Napi. Et ici, je vais, Natural and Happy, je vais livrer un peu mon avis personnel. C'est vrai que si on avait eu une histoire normale, si on n'avait pas subi toutes les agressions extérieures que nous avons subies, on n'aurait pas eu besoin d'un mot particulier. Parce que je ne pense pas que chez les femmes chinoises, il y a un mot, on porte leurs cheveux naturels depuis... Voilà. Il n'y a pas un concept, il n'y a pas un mot, il n'y a pas...
Mais parce que nous avons une histoire particulière, nous avons un besoin de concepts nouveaux qui rassemblent, qui fédèrent, et à partir duquel on peut faire prendre conscience aux uns aux autres d'un certain nombre d'enjeux. Et je vais un peu parler, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, je vais juste brosser un peu quelques faits des défrisants. Donc il y a la FDA aux États-Unis, qui est la Federal and Drug Administration, Food and Drug Administration, donc c'est l'organisme national de contrôle des aliments et des médicaments, qui a mené une étude pendant longtemps, pendant des années, et qui a démontré qu'il y a un lien très proche entre l'utilisation des défrisants et l'apparition des fibromes utérins. Ils ont démontré que c'est l'un des effets, c'est l'une des conséquences sur l'organisme, l'apparition des fibromes utérins. Vous pouvez vérifier, pour ceux qui ont le smartphone, vous pouvez aller sur Google et taper défrisants et fibromes, vous verrez cette étude-là. Et ils disent aussi que ça entraîne la puberté précoce. Donc il y a ces effets-là. Et il y a récemment l'université d'Oxford qui a fait le lien entre l'utilisation des défrisants et la stérilité. Je crois qu'ils sont allés un peu plus loin. Et la FDA même d'ailleurs met aussi en avant le fait que beaucoup de coiffeurs et coiffeuses ont des problèmes de cancer de poumon et tout, parce qu'elles respirent énormément de grandes quantités de produits chimiques. C'est vrai qu'à un moment donné, on se pose quand même la question de savoir, moi quand je vais chez Bonnie Hair Care par exemple, sans publicité, pour refaire mes locks, bon, les filles, elles prennent, c'est un doux mélange de miel, beurre de karité et tout, elles le font avec leurs mains. Parce qu'elles savent que ce n'est pas dangereux pour leur peau. Mais comment est-ce que on te met un produit qui est bien pour tes cheveux, mais ça ne doit pas toucher la peau de celui qui le met? Vous avez remarqué les gants que les coiffeurs et coiffeuses utilisent pour mettre des défrisants. Est-ce que c'est cohérent? Je ne sais pas trop. Moi pas. Maintenant, chacun peut avoir son avis. Donc le fait que quelqu'un vous met quelque chose qui est censé vous nourrir vos cheveux, vous faire du bien, mais il ne faut pas que ça touche sa peau. C'est quand même un peu paradoxal. Et il y a une histoire en Jamaïque, il y a eu quelques cas des femmes qui avaient été intoxiquées par la colle qu'elles utilisaient pour fixer leur greffe, et qui en sont mortes d'ailleurs. À Yaoundé récemment, je crois qu'il y a eu un cas d'une femme qui est morte après s'être défrisée. Je crois qu'il y a eu un cas pareil à Yaoundé. Et il faut savoir aussi que il y a une étude, malheureusement si on avait plus de temps, je vous aurais donné plus de détails, au Cameroun qui démontre que le fibrome touche à peu près un peu plus de 60% des femmes au-delà de 30 ans, dans les grandes villes, particulièrement en majorité dans les grandes villes. Ça touche. Je ne suis pas en train de dire encore une fois que c'est l'unique cause d'apparition des fibromes. Mais c'est pour vous amener les unes des autres peut-être à pousser la recherche un peu plus loin. Pour celles qui sont chimistes, celles qui sont médecins, je sais qu'il y a de tout. Il y a de tout dans la salle. Et mon quatrième point, c'est le regard des hommes. Bref, la vie des hommes, le regard des hommes. Parce qu'on est concerné. Je sais que vous faites tout ce que vous faites pour nous. Bref, c'est ce que vous dites. On accepte. Ah, c'était avant. Qui confirme que c'était avant? Non. Non, on ne vaut plus rien, quoi. Ah bon? Non, c'est pas sérieux. Je croyais que vous faisiez tout ça pour nous. 12 heures de temps pour faire les rastas, 50 degrés sous le casque et tout ça, c'est pas pour nous. Je suis un peu déçu. Mais bon, vous êtes nos reines, je vais continuer. et donc, le regard des hommes. Déjà, il faut savoir que le cheveu africain, c'est le seul cheveu avec lequel on peut faire de l'art. Oui, c'est vrai. C'est le seul cheveu avec lequel on peut faire de l'art. Je peux vous montrer. C'est le seul cheveu avec lequel on peut faire de l'art. On peut dessiner des figures avec c'est le seul cheveu qui a une infinité de possibilités en termes de coiffure, en termes de créativité.
C'est le seul cheveu qui vous pousse à être créatif en fait. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je ne pense pas, parce que je sais qu'il y a une logique dans l'univers, je sais qu'il y a un existant suprême dans l'univers, et qui est juste. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être né avec des cheveux crépus et ne pas avoir de quoi les entretenir. C'est pas logique. C'est-à-dire que lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il sait qu'ils auront soif, donc il met des cours d'eau, vous allez voir. Si vous êtes créé avec des cheveux crépus, c'est pour ça que vous avez l'avocat ici, c'est pour ça que vous avez les carottes ici, c'est pour ça que vous avez le beurre de karité ici, c'est pour ça que vous avez toutes les huiles que vous connaissez, c'est pour ça que vous avez le miel, c'est pour ça que vous avez tout ça en fait. C'est pour ça que vous avez tout ça. Donc si vous pensez que les cheveux crépus, les cheveux naturels, vos cheveux crépus, c'est un problème, mais sachez que le problème est venu avec sa solution. Il faut seulement regarder autour de nous. C'est pour ça que chez les autres, il n'y a pas ça. En Europe, par exemple, les femmes blanches, bon, elles n'en ont pas forcément besoin. Mais nous, on a tout ce qu'il faut pour s'en occuper. C'est venu avec tout. Pour en venir au regard des hommes, bon, certains disent que c'est pas pour nous, d'autres disent que c'est pour nous, bon, on va... de temps en temps, un peu quand même. À propos du regard des hommes, il faut savoir que les hommes sont éduqués par des hommes et des femmes. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que l'homme qui aujourd'hui n'apprécie pas une femme qui a des cheveux naturels, ça a une cause. Il a subi le même lavage de cerveau que vous quand vous étiez petite. Combien de filles ont eu des poupées noires quand elles étaient petites? Levez la main. Combien ont eu des poupées noires? Levez les mains. Combien de mamans achètent des poupées noires à leurs enfants? Levez les mains. Ah, c'est la poupée de ma fille. Combien de mamans achètent des poupées noires à leurs enfants? Donc, il faut savoir que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les éléments qui ont influencé le regard que vous avez sur vous-même sont les mêmes qui ont influencé le regard que nous, les hommes, nous avons sur vous. Donc, le petit enfant ou la petite fille dont la mère est nappie, sa mère souhaite que sa fille soit nappie. Tu la tresses, tu lui fais de jolies tresses, ainsi de suite. Tu veux qu'elle soit nappie aussi. Mais il y a une chose que tu oublies. C'est que tu lui achètes une poupée blonde. La poupée n'est pas qu'un jouet. C'est quelque chose par rapport auquel l'enfant s'identifie. Donc ça a un effet sur la construction de la perception qu'il a de lui-même. En dehors de ça, vous les laissez, ils regardent. Qui achète des bandes dessinées africaines à ses enfants ici? Ils regardent des dessins animés, ils regardent. Bref, durant toute notre enfance, vous et nous, vous les filles et nous les garçons, on est bombardés par des canons esthétiques qui ne sont pas les nôtres. Et on intègre ça dans notre conscience. Donc c'est normal qu'un gars voit une fille avec 10 ans, il faut aller te coiffer. Non, ça c'est quoi ça? Tu es là comme si. Donc tu vas arriver marcher avec toi complètement. C'est ça en fait la réalité. Parce que nous sommes passés par ce processus-là. C'est pour ça que lorsque vous dites que c'est à cause des hommes, parce que les hommes n'aiment pas, machin, il faut comprendre les causes. Il faut comprendre les causes. Et cette dame qui s'appelle Juliette Esmeralda, elle est sociologue, elle a fait une étude là-dessus. Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation. Elle explique les mécanismes psychologiques et sociologiques qui ont mené à la perception que nous avons de nous-mêmes, qui nous ont amenés aujourd'hui à être capables d'investir de gros sous pour nous détruire, pour ne plus être nous-mêmes. Donc elle explique ça. Je ne sais pas si on peut faire circuler le livre, pour que les unes et les autres regardent. Donc il y a cet impact-là. Donc le jeune garçon, tout petit, il regarde les dessins animés de blanc, il regarde les bandes dessinées de blanc, il regarde les clips où on exalte, les séries télé où on exalte systématiquement les canons de beauté qui ne sont pas les nôtres. Il grandit avec ça. Pour lui, c'est ça la femme.
Donc beaucoup d'entre vous pourront être déçus avec tous les efforts que vous faites pour entretenir, pour rester naturel, que votre fils vous dit que ah, maman, moi il n'aime pas des cheveux là. Vous pouvez vous écrouler. Vous avez remarqué que les petites filles, quand tu taquines une petite fille, ah, tu n'es même pas belle, elle est si belle, tu n'es pas belle, elle est si belle, tu n'es pas... Quand vous insistez, elle se tourne vers sa mère. Maman, je suis belle. Non? Dès que sa mère dit oui, tu es belle, ah, maman dit que je suis belle. Maman dit que je suis belle. Parce que vous êtes un référent pour elle. Vous êtes un référent pour elle. C'est pour ça que la jeune fille aujourd'hui, au lycée, on lui impose les nattes. Je ne suis pas trop d'accord pour ça. Je pense qu'on devrait être un peu plus flexible là-dessus. On leur impose les nattes. Et pendant toute leur enfance et leur adolescence, on leur impose les nattes. Elles voient leur maman se défriser, mettre des greffes et tout. Elles, durant toute cette période-là, elles fantasment sur ça. C'est pour ça que dès qu'une fille de nos jours, une jeune fille a le bac, le premier dépannage d'un tonton, là, elle va, elle achète sa greffe, elle met, change de profil Facebook. Voilà. Elle change de profil Facebook immédiatement. Parce qu'on montre qu'elle est plus petite fille, elle est déjà... Donc il y a cette perception-là. Donc il y a aussi le fait que beaucoup d'hommes ont fini par intérioriser que si ma femme ne porte pas des greffes de 200 000, c'est que je ne m'occupe pas bien d'elle. On a fini par intérioriser ça aussi. Donc ce sont des influences que vous avez eues et que nous aussi nous avons eues. Et j'ai l'habitude de dire que quand deux aveugles tombent dans un trou, le minimum qu'ils puissent faire, c'est se tenir la main et réfléchir comment en sortir. C'est pas de dire non, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Moi je suis aveugle depuis 10 ans, alors que toi tu es aveugle depuis 5 ans, donc tu devais savoir. On ne s'en sort pas. Je pense qu'il faut sortir de cette logique d'accusation. Et les hommes ont un grand rôle à jouer. Les hommes ont un grand rôle à jouer. À vous aimer comme vous êtes. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on serait sans vous? J'ai oublié son nom, je vais la photo, j'ai oublié son nom. Nicki Minaj, voilà. J'ai eu l'idée hier, si je n'ai pas eu le temps, je serais venu ici avec une jolie perruque. Jolie perruque, elle est longs cheveux. Et je vous aurais demandé ce que vous en pensez. Je serais venu avec une jolie perruque. J'allais voir celui-ci sombre, ma pauvre. Ça c'est quoi qui va se faire? Mais vous faites le coup tous les jours, non support, maman. Vous faites le coup tous les jours, non support, on gère. Non support. L'argent, même on te sort, tu prends le soir, parce que tu tombes sur une facture, mèche péruvienne, 150 000. Tu te couches seulement, tu dors. Tu vas faire comment? Donc, quand vous regardez, vous voyez bien que pour eux, c'est un amusement, c'est pas sérieux, parce qu'ils savent que c'est pas eux. Ils sont en train de singer, de mimer un peu. Pourquoi pour nous, c'est très sérieux de vouloir être aussi proche d'eux en termes de caméra? Pour nous, ça c'est très sérieux. Hein? Elle est très sérieuse. Là. Ça doit être une photo de... Ça doit être une jeune bachelière. Ça. Donc la question de l'éducation des enfants, j'en ai parlé. Maintenant, je vais brosser en 2 minutes les enjeux. J'ai identifié 3 enjeux. On me presse pour le temps, malheureusement. J'ai identifié 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est l'enjeu sanitaire. On en a parlé. L'impact que ces pratiques ont sur nous. L'enjeu sanitaire même sur nous, hein, parce que tu es en train de manger ton couscous, puis tu découvres une fibre, toute là que tu dois enlever, ou tu es en train de manger ton bon sandwich. Qu'est-ce que c'est là? Donc il y a l'enjeu sanitaire en fait, avec toutes les statistiques que j'ai données. Et le deuxième enjeu, c'est l'enjeu économique. Aux États-Unis, c'est des milliards de dollars que les femmes noires investissent dans les études. Donc, plus elles seront nappies, plus nous ici nous serons nappies, ça va améliorer notre économie. Ça va faire que moi, demain, je peux me lancer dans la production du beurre de karité. Je sais qu'il y a un marché infini. Je peux me lancer dans la production de l'huile d'avocat, de tout ce qu'on veut. Je sais qu'il y a un marché énorme là-dessus. Ça, c'est un des enjeux. Le troisième enjeu, c'est l'enjeu identitaire, l'enjeu de la reconquête de soi. Parce que quoi que vous disiez, on vous respecte plus quand vous êtes vous-même.
quand vous assumez ce que vous êtes. On vous respecte plus quand vous assumez ce que vous êtes. Moi, je travaille dans une entreprise où généralement j'enfonce le regard des gens qui sont surpris de moi. Comment pour entrer dans le bureau, c'est juste quand il s'assoit, il a la veste de la table. Qui l'a accepté ici avec ses cheveux là? Mais ce qu'on remarque aussi tout, c'est quoi? C'est que pour ceux qui travaillent, je sais que vous n'appréciez pas souvent, vous avez souvent un collègue là qui se prend pour le boss, qui aime jouer au patron, qui aime se prendre pour ce qui n'est pas. Et forcément, vous l'aimez, vous ne pouvez pas l'apprécier. Parce qu'il joue au patron, il singe le patron en fait, alors qu'il n'est pas le patron. C'est un peu souvent ce qu'on vit aussi de la part des autres, où ils se rendent compte qu'on essaye de se hommage aux doyennes, on essaye de se passer pour ce qu'on n'est pas. Et ça a un impact sur le respect que les uns et les autres ont pour nous-mêmes. Et je vais finir en disant merci à toutes les femmes qui sont là, merci au NAPI, et leur dire que vous êtes en réalité aux avant-gardes de ce que j'appelle le chantier de la reconquête de soi. Réapprendre à s'aimer tel qu'on est. Ceux qui font dans le marketing, et qu'on aimerait voir un peu plus d'hôtesse NAPI, quand on va dans les magasins, les boutiques, pourquoi est-ce que les entreprises qui utilisent les loxés comme moi là pour faire les publicités, et puis quand tu viens là, on appelle, bon, on vous appelle rendez-vous pour l'interview, quand vous venez avec vos lox. C'est vous? Oui, c'est vous. Ah, ok. Donc, vous êtes à l'avant-garde de quelque chose de plus grand que le simple aspect esthétique. Parce que c'est la connaissance des éléments identitaires liés aux cheveux qui vous permet de tenir bon face aux remarques des autres, qui vous permet de mieux éduquer les autres sans les stigmatiser, sans les dire tu te diffuses, tu es une esclave, tu es bête, tu ne connais rien, tu es une colonisée. Machin. Il y a des éléments plus profonds que ça. Donc moi je suis membre d'une organisation qui s'appelle Afrocentricity. C'est ici que je m'arrête. Cette organisation milite justement pour ça, pour le retour à soi, pour réapprendre notre culture, notre tradition, redécouvrir notre histoire. Parce que je vais peut-être choquer les enseignants et les enseignantes qui sont là, on ne nous apprend rien sur nous-mêmes à l'école. Rien du tout. Rien sur nous-mêmes à l'école. On ne nous apprend pas qui nous sommes, qui nous avons été, tout ce que nous avons fait de grand et que nous pouvons faire de grand. On ne construit pas cette fierté dans nous. Et Afrocentricity, donc, à travers un certain nombre de conférences, à travers des recherches que nous faisons, même ce combat-là, en organisant des activités, des conférences, en permettant aux uns aux autres d'accéder à un certain nombre d'informations. Donc, je vais annoncer quelque chose ici. Les membres d'Afrocentricity qui sont là ne le savent peut-être pas, c'est un engagement que je prends. Le 31 juillet, c'est la journée panafricaine de la femme. Beaucoup ne le savent pas, je sais. On vous a amené le 8 mars. Soulevez. Donc c'est la journée panafricaine de la femme et moi l'homme, je suis un homme mais je vais parler des femmes. Je vais faire une présentation sur la trajectoire historique du statut de la femme en Afrique. Quelle est la place de la femme chez nous? Quelle est sa véritable place? Je vais vous présenter un certain nombre d'éléments de recherche que j'ai fait pour que vous soyez plus éduqués. Venez avec vos hommes seulement, s'il vous plaît. Je vous remercie et bon courage. Merci énormément.